Bonjour à toutes et tous, pardon, et bienvenue dans ce webinaire de l'inclusion organisé comme chaque mois par À compétences égales. Donc, pour les personnes qui viennent régulièrement, vous me connaissez déjà, hein, donc je m'adresse surtout aux nouvelles personnes évidemment pour me présenter. Je suis Charlotte, je suis chargée de mission au sein de l'association À compétences égales et doctorante en sociologie à Sciences Po Paris. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'association également, donc à compétences égales, œuvre au quotidien pour promouvoir l'égalité et la diversité dans l'accès à l'emploi, ainsi que tout au long des parcours professionnels. Les webis de l'inclusion sont des événements ouverts à toutes et tous, donc professionnels du recrutement, candidats, candidates à l'emploi, étudiants, journalistes ou encore chercheurs et chercheuses. L'objectif de faire dialoguer experts, chercheurs et membres de l'association est évidemment très important pour nous, afin de mettre en lumière nos engagements en faveur de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations dans le monde du travail. Donc vous pouvez le voir à l'écran, normalement, d'autres webinaires sont déjà programmés, donc les précédents sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube et on pourra vous transmettre évidemment les dates exactes. Donc à noter, on a un webinaire en juillet, hein, je pourrais vous envoyer l'invitation et vous allez voir, voilà, là la thématique effectivement concerne la question des stratégies anti-genre en France. Et puis on a un webinaire par exemple aussi en septembre qui concerne plutôt les discriminations liées à l'origine sociale. Donc pour celui d'aujourd'hui, on accueille Delphine Tarot et Laetitia Schall et il est intitulé, vous le savez déjà, Grossesse et parentalité, les freins qui biaisent encore les carrières. Donc, concernant le déroulé de cette session, je commencerai par un échange avec nos invités sous forme de questions-réponses. Vous pouvez réagir tout au long de la discussion en posant vos questions par écrit, hein, dans le fil de discussion, dans le chat, mais il y aura évidemment aussi un temps d'échange à l'oral qui sera proposé à la fin pour que vous puissiez poser vos questions en prenant la parole si vous le souhaitez. Je voulais également préciser que ce webinaire est enregistré. Vous avez dû recevoir un petit message à ce sujet lorsque vous êtes connecté sur Teams et sera diffusé sur notre chaîne YouTube. Vos noms, pas d'inquiétude, n'apparaîtront pas à l'écran lors de l'enregistrement afin de garantir votre anonymat en tant que participant. Il n'y aura que les intervenantes et moi qui apparaîtront. Donc je vais à présent vous présenter nos invités avant d'ouvrir la discussion. Alors, lors de ce webinaire, nous avons le plaisir de recevoir Delphine Tarot, qui est professeure de droit privé et spécialiste du droit à la non-discrimination à l'UNILIM, donc l'Université de Limoges. Delphine Tarot, vous êtes l'autrice de nombreux articles sur les discriminations, notamment en lien avec la parentalité et la grossesse, mais aussi d'autres thématiques, et dont un des articles, voilà, j'ai fait la capture d'écran du titre, hein, c'est un article qui est disponible sur Cairn et qui apparaît à l'écran, donc intitulé « Quelle protection pour le père et ou le conjoint de la mère ?» Et donc, hein, je le disais, on échangeait. Aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui se sont inscrites pour le webinaire, mais et voilà, ça concernait évidemment tout le monde, hein, notamment les conjoints et pères également, mais de toute façon, il sera rattrapable en replay. Euh, donc, nous avons également le plaisir, pardon, de recevoir Laetitia Schall. Et Laetitia Schall, vous êtes économiste, vous êtes également ingénieure de recherche au laboratoire Érudite à l'université Gustave Eiffel et vous êtes la co-autrice d'un rapport qui apparaît également à l'écran, donc discrimination à l'embauche, grossesse et parentalité, une première évaluation expérimentale. Donc là, qui est évidemment un rapport très intéressant également que vous allez nous présenter, puisque voilà, on va justement mêler, hein, ces apports entre droit et économie, parce que là, vous avez des preuves, hein, qu'il existe des discriminations en ce qui concerne la grossesse et la parentalité dans l'emploi. Donc, ça va être très intéressant. Je vais tout de suite commencer et lancer la discussion, donc avec une question croisée à toutes les deux. Donc voilà, vous choisissez qui veut répondre en premier, évidemment. Laetitia, Delphine, quand on parle de discrimination liée à la grossesse, à la maternité ou à la parentalité, à la paternité dans l'emploi, de quoi parle-t-on? Parle-t-on uniquement du recrutement ou aussi d'autres moments de carrière, évolution professionnelle, retour de congé, rémunération, accès aux responsabilités, charge de travail, évaluation, voilà, de quoi on parle exactement? Je vous laisse me répondre. C'est peut-être effectivement logique de partir peut-être du cadre juridique, déjà de dire théoriquement ce qu'il est possible de rencontrer comme discrimination. Et ensuite, sur la partie peut-être plus pratique. Alors effectivement, sur le plan, moi comme ça a été rappelé, je suis juriste, donc je vais voilà, vous parler vraiment en pur juriste, hein. Et je vais m'arrêter là. Mes compétences s'arrêtent à cela. Donc sur le plan du droit, en fait, toutes ces thématiques, elles répondent de manière théorique à la problématique des discriminations.
Et en droit français, pour qu'une discrimination soit reconnue, il faut qu'on ait un motif de discrimination qui est prévu par la loi et qui nous permet d'englober la situation, et une situation également prévue par la loi. Alors, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, si on prend le thème large de la parentalité, en fait, on a plusieurs motifs de discrimination qui peuvent rentrer en ligne de compte. Le sexe, puisque c'est une problématique encore genrée, je pense qu'on va y revenir à plusieurs reprises aujourd'hui. Mais le droit français propose aussi deux autres motifs qui vont beaucoup nous intéresser, la grossesse, ce qui est assez spécifique au droit français, et la situation familiale également. Voilà, c'est un choix du législateur français, mais qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui. Donc, sur le plan des motifs de discrimination, la parentalité, elle est prise en charge. Et sur le plan des situations, donc puisque nous sommes en droit du travail, là aussi, le Code du travail nous propose une sorte de liste en fait de situations qui peuvent être prises en compte. Mais c'est finalement assez large, donc on nous parle effectivement du recrutement, on nous parle du licenciement, et s'ensuit une liste de situations, une fois le contrat de travail conclu, une liste de situations en fait illustratives. Donc on nous parle de rémunération, de reclassement, d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle, d'horaire de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat. Vous voyez que c'est finalement très large. En fait, on peut prendre en compte, puisque c'est illustratif, toutes les décisions de l'employeur en fait. Et par exemple, récemment, on a eu un arrêt relatif à une problématique de rupture de la période d'essai pour une salariée enceinte, pour trouver une illustration voilà, récente des problématiques voilà, qu'on peut rencontrer. Et pour glisser un petit peu sur le plan pratique, avant de laisser Laetitia parler, sur le plan pratique, pour nous, en tant que juristes, c'est le contentieux. Qu'est-ce que donne le contentieux, en fait? Et le contentieux, c'est surtout une problématique. Alors, on a tout, encore une fois, je vous ai parlé de la période d'essai, la rupture de la période d'essai, on a du licenciement, on a voilà, du contentieux classique. Mais en masse, on a quand même plutôt une problématique de retard de carrière post-grossesse ou post-événement familial, hein, plus largement. Donc, rémunération, retard dans la rémunération, retard dans l'évolution de carrière et notamment accès au statut cadre, voire cadre supérieur. C'est surtout les problématiques que l'on rencontre le plus fréquemment dans le contentieux. Et je laisse Laetitia poursuivre sur les aspects pratiques, je pense. Oui, donc pour compléter, donc finalement la discrimination, c'est une différence de traitement et donc elle peut arriver à plusieurs stades. Donc comme on l'a vu, embauche, promotion, salaire ou carrière. Et finalement la difficulté, c'est que l'état de grossesse en fait s'inscrit dans un cadre plus large, du temps long en fait, de la conception jusqu'à la naissance et jusqu'au retour à l'emploi. Et donc elle se combine à la fois, comme on l'a pu le voir. Avec des discriminations liées au sexe et à la situation familiale, effectivement. Et comme les femmes rentrent plus tard en fait, sur le marché du travail, la probabilité de maternité dans la carrière est plus élevée et donc l'exposition aux discriminations également. Et ce qui peut être déterminant aussi, c'est le nombre d'enfants dans la carrière. Et on a aussi le ressenti, enfin la discrimination ressentie, qui peut être différent de la discrimination avérée et qui est quand même assez présente s'agissant de l'état de grossesse. Et également dans le domaine de l'emploi, que ce soit l'emploi privé ou l'emploi public également. Donc voilà un petit peu pour compléter. Merci beaucoup Laetitia et de toute façon on va justement, je vais vous poser la première question pour que vous puissiez présenter votre étude avant de revenir ensuite aux questions de droit avec Delphine, évidemment. Donc, la première question, c'est évidemment, donc, vous avez conçu une étude qui est, sauf erreur de ma part, la première en France à mesurer objectivement les discriminations liées à la grossesse ou à la future parentalité, donc une étude expérimentale. Est-ce que, donc voilà, vous pouvez présenter à nos participants, participantes, le design, la méthodologie de l'étude avant que l'on parle des résultats? Donc, c'est une étude qui s'inscrit dans le programme ce qu'on a appelé Desperado, donc qui est suivi par la DGAFP entre 2015 et 2024. Et donc, l'idée, c'était de suivre les discriminations dans le temps selon un protocole fixe. Donc, on va obligatoirement tester
l'origine ethnique et le lieu de résidence. Et ensuite, suivant les vagues de tests, on rajoute des critères. Et donc, sur la période 2021-2022, on a effectivement ajouté la grossesse et la parentalité, en plus des autres critères fixes. On a testé les responsables administratifs et les aides-soignants, donc catégorie A et catégorie C de la fonction publique. On a testé des offres dans le public et dans le privé. Alors, pour la méthode, donc test par correspondance, on construit des candidatures fictives à une vraie offre d'emploi, donc CV et lettre de motivation. Elles sont semblables en matière de parcours, de caractéristiques, à l'exception du critère en fait de discrimination. Donc pour le critère de parentalité, soit on a envoyé un homme qui signalait dans sa lettre de motivation que sa compagne était enceinte et qu'il allait prendre le congé d'accueil d'enfants et de paternité, donc une absence à peu près de 5 semaines et demie. Et ensuite, soit on envoyait une femme donc, qui signalait sa grossesse, enceinte de 4 mois et demi, et donc qui allait prendre son congé pour une absence de 10 semaines environ. Et ensuite, donc, on récolte les retours des employeurs aux envois de candidature et qu'on compare ensuite à une référence donc, qui ne signale pas le critère de discrimination. Et donc, ça permet de construire des taux de réponse positive des employeurs aux différents profils. Merci beaucoup. Eh ben, je vous ai coupé peut-être Laetitia, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. De toute façon, on continue avec vous justement. Est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux résultats de cette étude qui est extrêmement intéressante et importante? Qu'est-ce qui vous a finalement peut-être le plus surprise dans les résultats, hein, puisque vous testez les questions de parentalité voilà, pour le père et la mère? Et surtout, qu'est-ce que les résultats nous disent des représentations des employeurs et comment les expliquer? Alors là, peut-être que vous aviez effectivement des hypothèses là-dessus. Est-ce que ce serait plutôt une anticipation de coûts, d'une peur de l'absence, des stéréotypes, hein, notamment sur l'engagement des futurs parents. Et bon, je veux le souligner maintenant, mais vous allez en parler, hein, vous montrez quelque chose d'assez fort, hein, enfin, selon moi en tout cas, puisque les futurs pères, ils sont pénalisés également, hein, voilà. Et donc, est-ce qu'on assiste à une forme dans la littérature anglo-saxonne, à une forme de motherhood penalty, hein, de pénalité à la maternité, mais élargie aux hommes, hein, lorsqu'ils signalent qu'ils seront des pères qui s'impliqueront voilà, dans l'éducation de leur enfant. Donc, dans les critères testés, donc on a une hiérarchie en fait des critères. Et la parentalité et l'origine arrivent à la fin, en fait, avec en dernier, avec une pénalité relative de 15% de chance d'avoir une réponse positive dans les deux professions, que ce soit responsable administratif ou aide-soignant. Donc là, on ne distingue pas le sexe. Par contre, on a quand même une différence dans le secteur privé ou dans le secteur public, puisque la parentalité semble plus pénalisée que l'origine dans le privé pour les responsables administratifs. Et alors que dans le public, c'est plutôt l'origine qui semble plus pénalisée que la parentalité dans les responsables administratifs et l'inverse pour les aides-soignants. Alors, d'un point de vue économique, en fait, le temps long de la grossesse augmente l'incertitude d'information de l'employeur, qui est rationnel, donc qui veut maximiser son profit. Et donc, il veut que la productivité compense en fait le coût du recrutement. Et donc, pour cela, il va se baser sur les éléments observables de la candidature et les éléments inobservables. Et c'est dans les éléments inobservables que la discrimination peut apparaître. Et finalement, on a trois phases dans lesquelles la discrimination peut intervenir. La présence des enfants, puisque les congés parentaux, ou l'absence prévisible est différente que selon les hommes et les femmes, donc la durée d'absence. On a aussi les enfants en bas âge, avec les congés qui peuvent être pris par les deux parents, mais c'est le plus souvent le fait de la mère. Soit elle arrête de travailler, soit elle diminue son temps de travail, contrairement à l'homme. Et ensuite, au fur et à mesure que les enfants grandissent, on a une répartition genrée des tâches au sein du couple, qui est toujours présente, y compris pour les soins des enfants. Et donc, les temps parentaux restent le fait de la mère. Donc ça, c'est
finalement les différences hommes-femmes. Et donc, je pense aujourd'hui, la question de l'homme, c'est qu'il faudrait reconsidérer en fait la capacité des pères dans l'éducation des enfants. D'autant que, en fait, il y a de plus en plus de pères qui déclarent s'occuper des enfants, enfin plus de leurs enfants de manière différente que leur propre père, en prenant exemple sur leur mère. Donc après, il y a des configurations d'éducation différentes, alors même que les divisions des rôles est encore sur les anciennes configurations. Donc gestion économique du foyer, c'est le rôle du père, et l'éducation des enfants et le soin des enfants, ça va être plutôt la mère. Donc l'idée, c'est quand même et y compris auprès des écoles ou des hôpitaux, la référente, ça va être la mère, d'un point de vue éducation. Donc l'idée, ce serait de reconsidérer la capacité des pères, comme j'ai pu le dire précédemment. Alors, je voulais rebondir sur les résultats. Donc, vous l'avez dit, mais je le signale aussi pour nos participantes, puisqu'on avait reçu votre collègue Yannick Lorty. Ce que vous avez dit, c'est qu'effectivement, on sait que l'origine, c'est un critère qui est très discriminant en France. Et là, on voit que la grossesse et la parentalité, hein, il entre en compétition, si je peux dire, de manière, voilà, enfin. Malheureusement, hein, c'est pas une compétition très positive, mais en tout cas, qu'il y a des fortes discriminations liées à la grossesse et à la parentalité. Alors là, on voit que l'origine, c'est un peu plus fort, c'est ce que vous avez dit, dans le public avec le poste de responsable administratif, et puis dans le privé avec, là c'est plutôt la parentalité, et c'est le métier, non, c'était pas aide-soignant, c'est dans le privé, ou c'était autre chose, c'était un autre métier. Non, en Je fait, sais il y a une plus. distinction entre privé et public Privé public, suivant les deux professions et la hiérarchie des critères. très bien. Mais, Et est-ce que finalement, juste aussi, je rebondis sur cette question pour clarifier, les pères, est-ce qu'ils sont tout autant discriminés que les mères ou un peu moins du coup, suivant les deux professions, on a une discrimination plutôt des pairs dans le privé Ouais. pour les responsables administratifs. Alors que pour les aides-soignants, c'est plutôt la discrimination à la mère dans le public. D'accord, et effectivement, pour rebondir là-dessus, est-ce que vous, alors, si vous avez des hypothèses là-dessus, vous diriez qu'il y a des secteurs métiers du coup qui seraient plus protecteurs que d'autres, alors que là, on voit que c'est un petit peu divisé finalement, hein, ou est-ce qu'il y aurait des environnements, si vous pouvez tirer des conclusions là-dessus, est-ce qu'il y aurait des environnements où là, les discriminations seraient vraiment les plus fortes, quoi? Alors, ce qu'on peut montrer finalement, c'est que les discriminations n'épargnent aucun secteur finalement, aucun univers professionnel, et que ça dépend. Alors après, ça dépend quand même des contextes organisationnels qui peuvent être plus protecteurs, donc avec souvent le rôle des conventions collectives qui peuvent être plus ou moins fortes, avec des procédures formalisées de promotion, par exemple, ou dès qu'on a des grilles salariales standardisées, c'est plus protecteur. Dès qu'on a des environnements où on peut facilement mesurer la performance, qui serait moins évaluée sur les critères subjectifs également. Ça peut être le cas de l'industrie ou de l'éducation. Dès lors qu'on n'a pas en fait le critère de disponibilité ou d'engagement, par exemple, qui rentre dans l'évaluation. Et plus globalement aussi, lorsqu'on a des conditions de qualité de vie au travail favorables, en fait. Par exemple, si on compare l'Europe du Nord avec le reste de l'Europe du Nord est reconnue pour qualité de vie au travail favorable. Et au contraire, donc les univers moins protecteurs, c'est tous les univers où on a une rémunération qui dépend fortement de la disponibilité, par exemple. Donc ça va être tous les travaux de Claudia Goldin aussi ont montré en finance, en conseil ou en management. C'est des éléments, c'est des secteurs un peu moins protecteurs. Eh ben, c'est justement, j'allais rebondir là-dessus. De toute façon, on va ensuite conclure effectivement sur les solutions. Enfin, ça sera à la fin du webinaire que vous pourriez proposer. Effectivement, on peut sûrement s'inspirer d'autres contextes dans d'autres pays, notamment en Europe du Nord. Mais Laetitia, pour conclure un petit peu sur ces études, justement, donc qu'est-ce que montrent les autres études observationnelles, donc quantitatives ou expérimentales, en France ou à l'international, sur l'impact de la grossesse, maternité, paternité sur l'emploi des femmes et des hommes, donc que ce soit sur le recrutement, sur les écarts de salaire. Vous venez de mentionner notamment Claudia Golding. Alors après, donc il est nécessaire en fait de séparer vraiment les critères, donc état de grossesse,
maternité et parentalité, donc comme on l'a dit. Donc il y a plusieurs travaux, donc à la fois à l'étranger et en France. Un premier travail, par exemple, de méta-analyse de Lippens et co-auteurs en 2023, donc qui recensait les tests de discrimination donc, publiés donc, avec la même méthode que la nôtre entre 2005 et 2020. Et il montrait que le critère du sexe était présent donc, dans 25% des études, que ce soit le sexe ou la maternité, alors que l'origine, par exemple, dans 50% des études. Donc ça montre déjà que c'est un sujet un petit peu moins étudié parmi les critères de discrimination, que finalement les résultats de cette méta-analyse dépendaient fortement, comme on l'a dit, de la profession, du secteur et du type d'entreprise, que la discrimination à l'embauche n'était pas forcément systématique sur la maternité ou le sexe. Et donc, ça dépend vraiment fortement du contexte institutionnel. D'autres études aussi ont comparé certains pays, comme Birkeloot en 2022 sur le sexe. Donc, ils ont repéré donc, une discrimination à destination des hommes, par exemple en Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, alors qu'on a une absence de cette discrimination en Europe du Nord également. Des différences d'hommes-femmes aussi en termes d'aptitude à occuper un poste dans des professions à prédominance féminine, par exemple. Donc les femmes le seraient plus aptes, en tout cas, comparativement aux hommes. Donc là aussi, on peut avoir une différence. Sur le critère de maternité aussi, donc les travaux de petits et co-auteurs dans le secteur bancaire ont montré qu'on a des discriminations dans les emplois plus qualifiés, enfin liées à la grossesse dans les emplois plus qualifiés, en CDI, ou qui demandent un financement de la formation de l'entreprise. On a aussi en Belgique des travaux qui donnent comparable le critère de grossesse au critère du handicap aussi. Donc là aussi, ça permet une certaine hiérarchie. L'impact aussi de l'orientation sexuelle, donc les couples hétérosexuels sont plus touchés aussi que les couples homosexuels femmes dans le critère de maternité. Les enfants aussi sont plus pénalisants pour les femmes que pour les hommes. Ça, c'est une étude sur IPS 2019 sur les États-Unis et l'Allemagne. Et l'influence effectivement de l'âge aussi des enfants, donc ça on l'a déjà dit, sont importantes. Et enfin sur les salaires, donc les travaux français ont montré une pénalité sur les salaires des femmes, donc une diminution de la croissance des salaires dans la carrière, dans la probabilité de promotion, avec plus de temps partiel, qu'il peut y avoir des bonus aussi pour les hommes dans les salaires, mais qui sont plus faibles quand même que les pénalités pour les mères. Et puis, finalement, les pénalités salariales des mères diminuent quand la politique familiale est plus appropriée dans l'emploi. Ça, c'est les travaux donc de Meurs et Pora. Et puis, plus globalement aussi, la convergence des salaires hommes-femmes est freinée par les maternités aussi. Donc, c'est une des explications de la non-égalité des salaires, en fait, entre les hommes et les femmes. Voilà. Merci beaucoup, Laetitia. Alors maintenant, on va passer aux questions d'ordre plus juridique avec Delphine. Et je trouve que c'est très bien enfin, d'avoir voilà, ces deux versants, en tout cas, pour vraiment englober l'intégralité du sujet. Donc, Delphine, la première question que je voudrais vous poser, juridiquement, une candidate enceinte, une salariée qui annonce sa grossesse ou un salarié qui annonce qu'il prendra son congé paternité, sont-ils et elles réellement protégés? Et quels sont aujourd'hui les principaux garde-fous du droit, mais aussi leurs limites dans la pratique? Alors, on a plusieurs strates de protection en fait. On a une protection qu'on pourrait appeler générique, c'est la discrimination de manière générale liée à la grossesse ou à la situation familiale, avec toutes les particularités que peut avoir la protection en droit liée aux discriminations. On a beaucoup d'aménagements procéduraux, notamment en matière de preuves, ce qui va nous intéresser sur la question des limites. Et puis, il y a
une autre strate et qui là est beaucoup plus diversifiée, suivant la configuration familiale, suivant le sexe, etc. Donc ces dernières années, le droit français a multiplié les congés qui sont associés à la situation parentale. Donc le congé maternité, on le connaît depuis très longtemps. On a eu beaucoup d'évolutions aussi sur la question du congé paternité. On connaît aussi le congé parental, mais là, dans quelques jours, nous allons avoir le congé de naissance supplémentaire à partir du 1er juillet 2026 qui va s'appliquer. Donc, voilà, on a un corpus en fait de congés. Et pour chaque congé, en fait, il y a un système de protection qui est mis en place. Donc, par exemple, pour le congé maternité, on a une protection de la femme enceinte pendant le congé maternité, pendant les congés payés qu'elle prend immédiatement après son congé maternité, et plus 10 semaines après. Donc, elle est voilà, protection contre le licenciement, sauf situation un peu plus exceptionnelle, mais elle est protégée contre le licenciement. Et il y a même une période de protection absolue pendant laquelle on ne peut pas notifier un licenciement si celui-ci, par extraordinaire, serait possible. Pour le congé paternité, on retrouve cette histoire de 10 semaines, mais il n'y a pas de protection absolue. Pour d'autres congés, et quasiment dans tous les cas, il y a un entretien individuel de reprise, de reprise de fonction, en fait. Donc, en fait, le modèle de protection, il est vraiment en plusieurs strates. Une protection générique contre les discriminations de manière générale et avec l'appui du droit de la non-discrimination, tel qu'on le connaît, plus des obligations supplémentaires diversifiées selon le type de congé. Et pour chaque type de congé est associée une ou plusieurs obligations de la part de l'employeur pour éviter toute discrimination. Donc, ça va un corpus de règles assez complexe maintenant, assez compliqué à manipuler. Et la problématique, en fait, c'est toujours la problématique de la preuve. Donc, lorsque le problème provient d'un manquement à une obligation liée à une prise de congé, par exemple, notification du licenciement pendant la période de protection absolue liée à la grossesse de la femme, de la salariée, là, on n'a pas de problématique de preuve, en fait. Voilà. On sait que ça a été fait alors que ça n'aurait pas dû être fait. Donc, en droit, on se pose moins de problèmes. En revanche, on a plus de problèmes en termes de preuves à partir du moment où on sort des obligations liées au congé, où là, il faut prouver, même avec l'allègement de la charge de la preuve, qu'il y a un lien entre l'annonce de la grossesse et la prise de décision de l'employeur, quelle qu'elle soit. Alors après, ça dépend un petit peu justement de la prise de décision de l'employeur. Qu'est-ce qui a été en jeu? Une rupture de période d'essai qui est concomitante à l'annonce de la grossesse. C'est le cas de la jurisprudence que je vous signalais tout à l'heure il y a quelques mois, qui a été rendue il y a quelques mois. Bon, cette concomitance, elle intrigue, elle peut être prise en compte. Mais sur les problématiques de rémunération ou autre, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, même si on bénéficie d'un aménagement de la charge de la preuve, qui fait que le salarié a uniquement à prouver qu'il y a une différence de traitement, en fait, ça revient à ça, et à l'employeur ensuite de s'en justifier de manière objective, étrangère à toute forme de discrimination. Donc, à l'employeur de dire si la salariée, pour ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, a prouvé la différence de traitement, à l'employeur d'essayer de s'en justifier de manière objective, en disant c'est pas du tout lié à l'état de grossesse, c'est pour des raisons voilà, de compétences professionnelles, d'obtention de résultats, etc. Mais même avec l'aménagement de la charge de la preuve, ça reste compliqué. Donc, voilà, si on arrive à s'appuyer sur un manquement à une obligation spécifique, c'est plus facile en termes de preuve. Voilà pour les limites. Merci beaucoup, Delphine. Et si on s'intéresse à la question vraiment plutôt du recrutement que l'évolution de carrière, beaucoup de personnes, hein, des candidats, candidates à l'emploi, hésitent à parler de leur situation familiale, évidemment, en entretien et face au RH. Qu'est-ce qu'un recruteur a légalement le droit de demander ou n'a pas le droit de demander? Ça, c'est très important, évidemment.
Bien, nous allons revoir notre problématique théorie et pratique. Ouais. En théorie, c'est très simple. Oui, Le recruteur, il n'a pas le droit de poser de questions qui relèvent de la vie personnelle. En tous les cas, tant que ça n'a pas d'incidence sur la prise de fonction et la manière de remplir les fonctions qui sont envisagées dans le cadre du processus de recrutement. Donc, ne doivent être posées, ça c'est le principe, que des questions qui sont en relation avec le poste à pourvoir et les compétences à déployer par le ou la salarié pour remplir ses fonctions. Donc, on comprend bien que normalement, le fait d'être parent ou de ne pas être parent, ou d'avoir un ou plusieurs enfants, ou de ne pas en avoir, d'être marié, de ne pas être marié, enfin peu importe, la situation familiale, elle n'a pas de rapport normalement avec les compétences pour remplir le poste. Donc, sur le principe, pas de questions à poser sur cette problématique. Encore moins, est-ce que vous êtes enceinte ou est-ce que vous prévoyez d'être enceinte? Alors, cependant, il y a une différence entre la théorie et la pratique. On sait que dans beaucoup de processus de recrutement, cette problématique, elle est posée, mais aussi elle peut être imposée à l'employeur à partir du moment où les salariés par eux-mêmes dévoilent ces informations dans le CV en disant marié, 3 enfants. Voilà. Donc, en fait, on donne en tant que candidat ou candidate des informations sur la situation familiale. Et il peut être tentant pour le recruteur de prendre en considération ces éléments-là. Mais en tous les cas, si ce n'est pas dévoilé de manière volontaire par le candidat ou la candidate, le recruteur n'a pas à poser ce type de questions-là. Concernant la grossesse, c'est particulièrement protégé parce qu'on sait, c'est le Code du travail qui nous le dit, que la salariée, si la question venait à lui être posée, peut mentir. Donc, elle peut ne pas dévoiler son état de grossesse si la question lui est posée. Et on a un arrêt récent qui est tombé le 28 mai. Donc, voilà, je l'intègre à ma réponse, qui vient dans ce sens-là et qui vient confirmer cette dynamique-là et qui va même très loin. Donc, la Cour de cassation a considéré qu'un employeur ne peut pas licencier une salariée pour faute pour non-déclaration de grossesse. Donc, on revient au principe, y compris, et c'était le cas en l'espèce, lorsque ça expose la salariée enceinte à un certain nombre de risques. En l'occurrence, la salariée travaillait dans le secteur de la chimie, donc avec la manipulation de produits et de substances qui peuvent être contre-indiquées lorsqu'on est enceinte. Et la Cour de cassation vient dire que, voilà, même s'il y a un risque pour la salariée en termes de santé, on ne peut pas considérer que le fait qu'elle ait menti sur son état de grossesse relève d'une faute. Donc, pas de licenciement possible. Alors, ça peut interroger aussi sur l'obligation de sécurité des employeurs dans ce cas-là, parce que normalement, ils ont une obligation de sécurité pour les salariés. Mais en tous les cas, on va dire qu'il n'y a pas de paternalisme du droit. L'employeur ne choisit pas à la place de la salariée. Si elle souhaite prendre ces risques-là, elle prend ces risques-là en ne dévoilant pas sa grossesse. Et cet arrêt vient rappeler aussi un autre élément qui est important aussi en termes juridiques, c'est que ce licenciement, même s'il est partiellement fondé sur l'état de grossesse, donc il peut y avoir un autre facteur qui est pris en compte, donc même ce licenciement, même fondé uniquement partiellement sur cet état de grossesse, est nul. Donc c'est quand même une protection forte en la matière. Merci beaucoup, Delphine. Et donc, on a parlé de la question, effectivement, donc, de l'état de grossesse, du recrutement. Cette fois-ci, si on s'intéresse au retour d'un congé maternité, paternité, d'adoption ou congé parental, qu'est-ce qu'un salarié est en droit d'attendre concrètement de son employeur et où se situent généralement les principales zones de tension ou de contentieux? Alors, le retour au travail, c'est un moment qui peut être compliqué. Alors, c'est la raison pour laquelle, comme je le disais tout à l'heure, en fait, quasiment chaque type de congé est associé à une ou plusieurs obligations de la part de l'employeur. Et notamment, voilà, il y a 3 piliers qui sont travaillés par le droit français pour essayer de faire en sorte que le retour au poste se passe le mieux possible. Donc, la garantie de retrouver son poste
avant congé ou un poste équivalent si le poste initial a disparu. Des garanties en termes de rémunération, donc le fait qu'il n'y ait pas de répercussions après le congé en termes de rémunération. Il y a des garanties particulièrement fortes concernant le congé maternité. C'est là où on a les garanties les plus importantes. Et un entretien individuel permettant une reprise voilà, de l'activité professionnelle par le ou la salariée. Donc, ce sont ces trois piliers qui sont travaillés par le droit pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Donc après, il faut que ces obligations elles soient remplies par l'employeur. On en a parlé tout à l'heure. Mais la problématique, enfin, il y a des points de tension, effectivement. Plus le congé est long, plus le retour en fonction est de fait compliqué. Pour le ou la salarié qui voilà, a rompu sa carrière pendant un certain temps, donc le retour en fonction et en activité professionnelle, il peut être nécessairement plus compliqué à partir du moment où on a passé plusieurs mois sans travailler, voire plusieurs années, pour le congé parental par exemple. Et pendant cette absence, l'entreprise, elle peut évoluer grandement. Donc, on a parlé de la garantie de pouvoir retrouver son poste ou un poste équivalent, mais il n'empêche que l'organisation de l'entreprise, l'activité de l'entreprise, elle peut avoir considérablement évolué pendant l'absence, ce qui peut mettre le ou la salarié en difficulté. Objectivement, hein, sans volonté de discriminer. Hein. Plus c'est long, plus le congé est long, plus au retour en fonction, il peut être compliqué, même sans intention discriminatoire. Mais il y a des petits points quand même on le voit, alors même si ça ne va pas souvent jusque devant les juridictions, mais on sait par exemple que il y a une tendance à effacer le nom de ces personnes des organigrammes, par exemple. Voilà, ça c'est un point, on le sait, hein, que voilà, on prend son congé maternité, par exemple, alors encore plus le congé parental, mais le congé maternité c'est déjà très fort, et hop, voilà, le nom il disparaît de l'organigramme. Alors il suffit juste de mettre indisponible, ou, voilà, mais de conserver le nom sur l'organigramme, parce que forcément, l'organisation se fait sans cette personne, donc le retour en fonction, les autres membres de l'entreprise n'ont pas le réflexe d'aller voir cette personne puisqu'elle a disparu de l'organigramme. Donc, il faut en fait, à mon sens, mais alors, je dépasse peut-être un peu le droit, mais il ne faut pas faire disparaître la personne. Elle est toujours là, notamment pour le congé paternité ou le congé maternité. Ces personnes, elles ont vocation à revenir, elles veulent a priori revenir. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas les faire disparaître. Et puis, on parle beaucoup pour essayer de prendre un petit peu de hauteur. La question que vous m'avez posée, Charlotte, elle est plutôt sur effectivement, le retour au congé paternité ou maternité. Mais en fait, le droit, il s'intéresse de plus en plus aussi au projet parental, donc l'avant. Et maintenant, on a déployé des autorisations d'absence pour les personnes qui sont dans les processus de PMA ou les processus d'adoption. Au départ, on se concentrait surtout sur la problématique de la mère, mais maintenant, on associe aussi le père pour voilà, les traitements contre la stérilité ou l'infertilité des pères notamment, et pour l'accompagnement de l'autre parent, en fait, lors des procédures de PMA, l'autorisation d'absence pour l'agrément pour obtenir l'agrément d'adoption pour l'adoption. Et en fait, là, c'était réformé l'année dernière, donc on a quand même pas mal de choses. Et en fait, ça fait aussi partie de la réflexion autour de la parentalité, parce que maintenant, de fait, l'employeur, il est au courant du projet parental. Donc, il peut anticiper sur voilà, des éventuelles absences de la mère, du père. Voilà. Donc, ça pose encore plus de questions en fait qu'auparavant. Merci beaucoup, Delphine. C'est très intéressant. Et ouais, c'est un sujet très vaste pour le coup. Vous montrez dans vos travaux, justement, hein, si on s'intéresse à la question des pères, vous montrez que la protection des pères est longtemps restée secondaire dans le droit du travail
Qu'est-ce que ça nous apprend finalement sur les stéréotypes de genre qui structurent encore le monde professionnel en lien avec ces sujets? Hein, donc, par exemple, pendant longtemps, les femmes ont été perçues comme potentiellement indisponibles à cause de la maternité, tandis que les hommes étaient supposés être entièrement disponibles et dévoués au travail. Est-ce que vous diriez que c'est encore le cas aujourd'hui, hein, en s'inspirant de vos exemples plutôt du droit et donc, des cas juridiques? Alors effectivement, j'avais écrit sur cette question-là, mais vous l'avez mis en incrustation au début Oui. de notre webinaire. Alors l'article, je crois qu'il a plus de 10 ans. Donc alors, c'est l'état de la préhistoire maintenant pour les préoccupations parentales. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, la réforme de 2025 sur les congés concernant les projets parentaux, on va dire, le congé supplémentaire de naissance, le congé paternité qui a été réformé. Enfin, voilà. Donc on a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Mais effectivement, initialement, il y avait vraiment un traitement très différencié par le droit entre la mère et le père. Et en fait, du côté maternel, on va dire, il y avait une forme de discrimination par anticipation. C'est-à-dire que lié à l'âge, en fonction de l'âge de la candidate ou de la salariée, on anticipe effectivement ou on anticipait le fait qu'elle va être potentiellement indisponible une ou plusieurs fois en fonction du nombre de grossesses. Voilà. Dans un schéma marié, 2 enfants, voilà. Le schéma classique. Donc, il y avait une forme d'anticipation concernant 2 points. Donc, la rupture dans la carrière et l'absence de cette salariée ou candidate, et une anticipation aussi sur l'investissement familial et parental qu'elle aura par la suite. Et pendant très longtemps, du côté des pères, on n'avait pas cette anticipation-là. Parce que de fait, déjà, ils n'avaient quasiment pas droit à des congés. Donc, il n'y avait pas de rupture dans la carrière et de temps d'absence. Et il n'y avait pas non plus d'anticipation sur le rôle parental lié aux préjugés de l'investissement quasi exclusivement féminin dans la sphère familiale. Donc, ce déséquilibre en fait entre les sphères et l'investissement selon le sexe dans ces sphères-là. Maintenant, les choses ont évolué. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup plus de congés qui s'adressent au père ou alors qui peuvent être partagés entre le père et la mère. Donc, ça a induit voilà, des formes de parentalité ou d'investissement parentaux qui sont peut-être un petit peu différents. Et avant, le père, il pouvait être discriminé plutôt lorsque il marquait d'une manière ou d'une autre son investissement parental. Donc, ce n'était pas vraiment par anticipation, comme les femmes, mais plutôt comme une mesure de rétorsion, parce qu'il a eu l'outrecuidance de s'occuper de ses enfants, alors que ça va à l'encontre des préjugés et des stéréotypes en la matière. Donc, voilà, sur les femmes, on était plutôt par anticipation, avec un effet vraiment en fait, très développé, quasi structurel, en fait. Et sur les hommes, on pouvait avoir des discriminations, mais plutôt au cas par cas et selon ce qu'a fait effectivement le père, et non pas par anticipation. Là, avec le développement des congés qui s'adressent de plus en plus aux salariés et eh bien, on peut voir se développer plus de problématiques de discrimination, y compris par anticipation, liées au père. On en revient aux questions que vous avez posées à Laetitia tout à l'heure, en fait, enfin, sur la déclaration du congé paternité et autres. En fait, on retombe sur ça. Parce que maintenant, il y a plus de possibilités pour les pères de s'investir et d'être protégés juridiquement pour ça. Donc, plus de mesures de rétorsion, voire d'anticipation dans certains cas. Donc, il y a une forme d'équilibre qui se fait. Enfin, en tous les cas, de rattrapage, mais négatif. Merci beaucoup, Delphine. Alors, peut-être que ça, la question suivante est un petit peu en lien avec ça aussi. Vous avez travaillé sur la notion de discrimination par association. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et donc, est-ce qu'on peut être discriminé non pas parce qu'on est soi-même enceinte, mais parce qu'on est, ben, là, c'est le cas, bon, si on va indiquer aussi si on va s'investir ou non, hein, dans l'éducation de l'enfant quand on est
parent, papa, mais voilà, est-ce qu'on peut être discriminé parce qu'on est le conjoint d'une femme enceinte, parce qu'on est parent aidant ou parent d'un enfant nécessitant davantage de soins? Voilà, si vous aviez, vous pouvez nous en dire plus sur cette notion. Alors, pour en dire plus, on va peut-être reprendre la définition de ce qu'est une discrimination par association, qui n'est pas la forme la plus connue des discriminations. La discrimination par association, c'est le fait d'être discriminé, non pas parce qu'on est soi-même porteur du motif de discrimination, mais parce qu'on a un proche qui porte ce motif. En fait, il y a un côté irradiant à la discrimination qui fait qu'en fait, le porteur du motif peut être discriminé, mais ses proches également. Et dans la situation parentale, on comprend bien que la problématique de l'enfant va avoir une résurgence sur celle des parents, potentiellement. Et de fait, cette discrimination par association, elle a été souvent utilisée jusqu'à présent concernant les parents d'enfants handicapés, qui peuvent avoir des besoins particuliers. Notamment, on a 2 arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne sur cette problématique-là, hein. Le premier, il date de 2008, c'est vraiment celui qu'on cite en termes de référence, où en fait, on avait une salariée qui s'occupait de son enfant handicapé et qui avait été licenciée pour cette raison-là. Et la Cour de justice a bien indiqué que c'était une discrimination liée au handicap. Donc on est vraiment sur la discrimination liée au handicap, pas la discrimination sur la situation de famille. Pour la simple et bonne raison que en droit de l'Union européenne, on n'a pas ce motif. Mais nous, en droit français, comme on a le motif de la situation de famille, on n'a pas nécessairement besoin de passer par cette complication qu'est la discrimination par association. On peut faire ça de manière beaucoup plus directe et habituelle. Ceci dit, le fait de passer par la discrimination par association, ça peut être important à partir du moment où le motif qui permet l'association bénéficie d'une protection particulière. Et notamment lié au handicap, parce que le deuxième arrêt qui a été rendu par la Cour de justice, il y a quelques mois, il est très récent, celui-ci également, et il s'agissait aussi d'une mère, c'est pas anodin, que les 2 arrêts concernent des mères qui s'occupent des enfants handicapés. On sait qu'il y a une répartition très genrée aussi liée à la gestion du handicap des enfants, qui demandait cette fois-ci des aménagements raisonnable auprès de son employeur, donc des aménagements d'horaires et de lieux de travail pour pouvoir s'occuper de son enfant qui avait des besoins, en fait, qui avait des soins quotidiens à heure fixe, en fait. Donc, il fallait qu'elle soit à son domicile à ces heures-là pour prodiguer les soins à son enfant, ce qui avait été refusé par l'employeur. Et on comprend bien, en fait, que si on tombe sur cet aménagement, sur cette notion d'aménagement raisonnable, c'est spécifique au handicap. On ne l'a pas pour la situation familiale. Donc, en fait, pour bénéficier de la protection spécifique liée au handicap, il faut qu'on passe par la discrimination par association. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà. Mais c'est intéressant. Et ma prochaine question, justement, bah, c'était juste si vous voulez nous en dire plus sur cette notion d'aménagement raisonnable, hein, pour que les employeurs RH qui nous écoutent aujourd'hui, hein, comprennent bien ce qu'on entend par cette notion-là. Et surtout, bah, comment éviter, hein, que ces situations restent invisibles dans les politiques RH, hein, comment les anticiper finalement. Alors, vous disiez, hein, que les aménagements raisonnables, hein, c'est beaucoup pour les salariés parents d'enfants en situation de handicap. Mais voilà, je vous laisse développer. Alors, déjà, les aménagements raisonnables sont liés au handicap. Et on les connaît pour les salariés qui ont une reconnaissance de travailleurs handicapés, par exemple. Donc ça, voilà, on sait qu'il y a des besoins spécifiques liés au handicap qui sont, voilà, dont on connaît l'existence par l'intervention d'une procédure de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et par l'intervention aussi de médecins qui expliquent à l'employeur quels sont les aménagements au poste qui sont nécessaires. Ça peut être des aménagements liés aux horaires, des aménagements, ça peut être parfois simplement déjà un siège ergonomique. Voilà. Ça peut être aussi sur des problématiques vraiment de temps de pause, donc c'est très variable en fait. Forcément, il y a une adaptation aux besoins liés à ce handicap en particulier. Ça relève aussi de la problématique de l'état de santé.
Et donc là, on a un intermédiaire nécessaire, hein, c'est le médecin, qui établit quelles sont les problématiques et les adaptations nécessaires, donc ces fameux aménagements raisonnables. Si on applique ces aménagements raisonnables aux parents, alors ça reste des aménagements raisonnables, sauf que ce sont des aménagements raisonnables liés à leur rôle dans la gestion du handicap de leur enfant. Donc il y a une traduction quand même plus réduite, a priori, que pour les salariés handicapés. Là, c'est vraiment du temps de présence pour prodiguer des soins. Le deuxième arrêt de la Cour de justice le montre. Donc, ça sera surtout des problématiques en termes d'horaire et de lieu de travail pour être certain que le salarié ou la salariée sera présente pour les soins qui sont nécessaires à l'enfant. Mais ça pose problème aussi pour revenir à cette question d'invisibilisation ou de non-invisibilisation dans les politiques RH. C'est que concernant les travailleurs handicapés, on a une procédure qui fait intervenir un médecin. Là, pour l'instant, on n'a rien concernant les parents. Donc, est-ce qu'il faut un intermédiaire? Est-ce qu'il faut une déclaration officielle? Voilà. Cet arrêt-là qui a été rendu par la Cour de justice, il ne concerne pas la France. Je crois que c'était un arrêt qui concernait l'Autriche, il me semble, sans certitude. Mais en tous les cas, pas la France. Donc, si on veut être en accord avec nos obligations liées à l'Union européenne, il faut qu'on intègre cette question-là. Mais si on l'intègre, alors là, il sera du ressort du législateur d'imaginer une procédure qui permet d'intégrer cette dimension-là sans obliger, on en revient toujours à la même problématique, sans obliger les salariés à divulguer trop d'éléments liés à leur vie privée et au handicap de leur enfant notamment. Donc là, je pense qu'il va falloir vraiment légiférer ou alors négocier au sein des entreprises pour mettre en place une procédure d'équilibre en fait entre la nécessité de prendre en compte cette problématique-là, mais sans que le salarié n'ait à dévoiler trop d'éléments qui relèvent de sa vie privée. Merci beaucoup. Bah oui, ça c'est une question à venir. On a hâte de lire vos articles peut-être là-dessus, sûrement quand, quand il y aura suffisamment de jurisprudence, d'éléments juridiques, effectivement. Alors, une dernière question juridique et puis ensuite j'aurai des questions qui s'adresseront à nouveau à nos deux intervenantes. Delphine, selon vous, est-ce qu'une amélioration du droit est nécessaire pour mieux lutter contre les discriminations liées à la grossesse et à la parentalité dans le monde du travail? Si oui, évidemment, laquelle? Et surtout, puisqu'on en a un petit peu parlé, est-ce que certains pays ont fait des choix très différents de la France sur le congé paternité et maternité? Peut-être qu'il y a des dispositifs juridiques étrangers ou des dispositifs en général mis en place au sein des entreprises qui pourraient être particulièrement inspirants pour la France. Donc je pense sur la question du partage des congés, le caractère obligatoire, l'indemnisation, l'accompagnement en retour de congé, les nouvelles manières d'évaluer la performance sans pénaliser ses temps parentaux ou encore voilà, sur la question de la protection des discriminations. Et je sais que vous avez des exemples dans vos publications, peut-être d'entreprises internationales ou de pays, je pense au Portugal et à la Suède, si mes souvenirs sont bons, que j'avais noté quelque part. Voilà. Alors effectivement, nous, on a eu on a été peut-être un petit peu plus long au démarrage un peu plus lent pour démarrer sur ces questions-là que d'autres pays. Effectivement, ça a été dit par Laetitia tout à l'heure, hein, lorsqu'on regarde du côté des pays étrangers, notamment européens, l'Europe du Nord, est quand même, on voit bien qu'on a une culture différente de la parentalité. Et effectivement, par exemple, la Suède, il y a un congé paternité qui est obligatoire depuis assez longtemps. Alors, chaque pays, ou en tous les cas beaucoup de pays européens, si on reste dans le cadre de l'Europe, qui ont des obligations communes, hein, on en a parlé pour l'Union européenne, donc ça nous fait un cadre au moins commun. Il y a beaucoup de pays qui ont essayé d'aller plus loin, et notamment en intégrant la question du père, parce que là aussi, je vais sortir un peu du cadre purement juridique, mais on sait qu'en fait, l'investissement du père dans les premiers jours, il est très important pour la suite, en fait. C'est-à-dire que si on sait que s'il s'investit dans les premiers jours, il aura plus tendance à s'investir par la suite. Donc, il y a des enjeux, en fait,
d'égalité entre les parents et d'égalité entre les sexes, ils sont très présents. Donc effectivement, il y a des pays qui ont essayé de creuser cette question-là. Et suivant la culture des pays, on est passé par des leviers obligatoires, avec des congés obligatoires ou des congés supplémentaires qui peuvent être partagés avec les parents, etc. Et finalement, le droit français, il est arrivé à cette dynamique-là en multipliant les types de congés et avec parfois le ressort du caractère obligatoire, parfois le ressort du caractère facultatif, parfois le fait qu'on puisse partager entre les deux parents. Et si on partage, on a plus de temps. Et le congé supplémentaire de naissance là, qui va être appliqué, là, c'est le cas. Une sorte de carotte, en fait, qui est donnée aux parents. Donc, si vous faites l'effort de partager, vous aurez plus. Donc, en fait, tous ces leviers-là, maintenant, ils sont un peu utilisés par le droit français qui mélange un peu tout ça, qui rend les choses quand même compliquées, y compris pour les entreprises et les employeurs, parce qu'il faut connaître ces différents types de congés, connaître chaque obligation qui liée à ce type de congé, ce qui voilà, complique quand même passablement la donne. Et puis, il y a aussi le ressort de la négociation collective. Il y a des entreprises qui avaient pris des initiatives, y compris enfin, sur le territoire français, avant ces engagements législatifs et ces réformes législatives. Alors, même si on a des avancées législatives, la négociation collective, elle est toujours très importante parce qu'en fait, il y a un levier dont on n'a pas parlé, mais qui est dans les faits extrêmement important. C'est le volet financier. C'est-à-dire que ces opportunités-là données aux salariés, elles seront prises, elles seront utilisées par eux à partir du moment où financièrement, ils y trouvent leur compte d'une manière ou d'une autre. Et en fait, la négociation collective, elle peut aider à voilà, faire en sorte que financièrement, ces congés aient des répercussions financièrement moins importantes que ce que la loi donne comme résultat. Donc, c'est des leviers qui sont à travailler et à partir du moment, alors là, on va corréler ça à la problématique des inégalités salariales, à partir du moment où dans un couple hétérosexuel, à partir du moment où le salaire le plus important est celui du père, si la déperdition financière est plus importante sur le salaire le plus important nécessairement pour l'équilibre financier du couple et de la famille, pas celui sur lequel on va compter pour prendre le congé. Donc là, le levier financier, il est extrêmement important. Donc moi, à mon sens, et sur le plan législatif et sur le plan de la négociation collective, c'est vraiment le levier financier maintenant qu'il faut travailler. Bien Si sûr. on est dans une perspective d'égalité entre les sexes, voilà. C'est central, ça c'est sûr, effectivement. Et donc, je vous remercie évidemment Delphine, je vous remercie Laetitia. On va conclure par deux questions croisées à toutes les deux. Donc voilà, à vous de décider qui prend la parole en premier. Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant ces dernières années. On voit émerger des espaces ou des événements no kids, hein, donc des événements pensés ou des lieux pensés sans enfants. Certains y voient une simple diversification de l'offre, d'autres le symptôme d'une société de moins en moins accueillante envers les enfants et les parents. Qu'est-ce que ce phénomène nous dit de la place accordée aujourd'hui à la parentalité? Est-ce qu'on peut y voir un reflet plus large des tensions qui existent donc dans le monde du travail autour de la disponibilité, de la présence, de la bonne manière d'être salarié quand on est parent? Finalement, être toujours flexible, être toujours disponible, sans contrainte familiale visible, hein. Est-ce que finalement c'est une sorte de répercussion qu'on voit dans toute la société? Je ne sais pas qui veut Euh, commencer. ouais, Allez-y, je vais Laetitia. peut-être commencer. En fait, ça montre quand même que enfin, que les normes finalement professionnelles des entreprises en fait évoluent assez plus lentement que les changements des normes de la sphère privée en fait, et que ça encourage en fait à construire une politique publique vraiment de parentalité
va dans le même sens que les politiques publiques liées au handicap ou les politiques publiques de gestion des âges en fait au sein des entreprises. C'est comme si il fallait construire un nouveau domaine en fait de politique publique de manière plus ou moins officielle en fait, et que ça vient s'entrechoquer en fait avec la Les freins à la réalité grossesse et la du terrain. parentalité dans le milieu pro. C'est la compétence égale qui fait ça. Ah, alors attendez, je coupe le micro de la participante. Désolée Laetitia, continuez. Et qu'on a aussi, si je m'écarte un petit peu de l'économie, mais les travaux en neurologie qui ont montré aussi que lorsqu'on devient parent, en fait, il y a un changement en fait d'état du cerveau et qui montre en fait c'est comme si on était une nouvelle personne. Et donc l'idée, c'est que l'entreprise doit finalement s'adapter à cette nouvelle personne, donc qui n'est plus la même qu'avant la parentalité. Voilà, c'était juste un petit aparté, mais ça illustre un petit peu le propos, quoi. C'est tout à fait vrai. Ouais. Delphine, si vous voulez réagir sur les espaces no kids, je savais qu'on avait échangé déjà là-dessus toutes les deux. Oui, alors moi, un peu embêtée pour ne répondre qu'en tant que juriste parce que c'est nécessairement très contraint comme réponse. Et puis, je ne suis pas sociologue, mais en tous les cas, on voit bien quand même, il me semble, qu'il y a une problématique de tension sociale et qu'il y a de moins en moins de sphères de mixité, en fait, sociale, au sens très très large, en fait, de mélange des sphères. Dans un cadre d'une population quand même vieillissante, où on fait moins d'enfants, on sent bien que la société est un peu en train de changer et qu'on aime quand même de moins en moins les autres dans leurs différences, en fait. Enfin, en tous les cas, on les accepte, on les intègre de moins en moins. On voit bien sur les discriminations, de manière générale, on le sent, on le ressent. Les espaces no kids, alors il y a tout un enjeu juridique aussi pour savoir si ça relève des discriminations. Alors là, on sort du droit du travail, hein, c'est une problématique d'accès aux biens et aux services. Les discriminations, enfin la non-discrimination, elle s'applique aussi dans ce domaine-là. Mais en fait, alors forcément, les premiers exclus, ce sont les enfants, mais là aussi, on revient aussi au caractère irradiant de l'exclusion et de la discrimination. Ça exclut aussi les parents. Et encore une fois, dans un contexte de déséquilibre de genre par rapport à le temps d'occupation des enfants, de fait, sont exclus de la sphère publique ou de l'accès à certains biens ou services, plutôt les mères. C'est aussi à penser dans un contexte où on a de plus en plus de familles monoparentales, avec à leur tête plus de 80%, je crois, des mères. Donc on voit bien la problématique voilà, en cascade en fait que ces espaces no kids entraînent. Alors après, ça dépend de voilà, comment est configuré l'espace no kids. Si c'est juste un espace au sein, voilà, mais que ça n'empêche pas l'accès aux biens, aux services. Par ailleurs, enfin, bon, il y a pas mal d'enjeux juridiques derrière. Mais en tous les cas, les questionnements qu'on peut avoir, hein, voilà, les répercussions que ça peut avoir en termes de discrimination, et notamment liées aux parents et à la mère, surtout. C'est vraiment lié à ça, en fait. C'est vraiment lié à, encore une fois, ces stéréotypes qui sont encore présents sur l'implication du père et de la mère dans la sphère familiale. Merci beaucoup Delphine. Et merci beaucoup Laetitia. Alors, dernière question à toutes les deux également. Donc, puisque Laetitia, vous mentionniez, enfin, et Delphine aussi, hein, a parlé du cas de la Suède, Laetitia, vous en parliez du cas de l'Europe du Nord, mais voilà, peut-être qu'il y a d'autres exemples, hein, mais si vous aviez une mesure prioritaire à recommander aux entreprises pour réduire les discriminations liées à la grossesse, au congé maternité-paternité, laquelle serait-elle? Quelles pratiques devraient être re-questionnées en priorité, hein, donc dans les pratiques RH, hein. On parle souvent du congé, mais peut-être qu'il y aurait des pratiques simples, efficaces, que ce soit dans le management, le recrutement, l'évaluation, le retour de congé, flexibilité du travail, qui font réellement une différence dans le parcours professionnel des parents. Voilà, vous pouvez en citer plus d'une mesure, mais voilà, à vous
si vous avez vraiment des recommandations prioritaires que vous pourriez faire aux participants, participantes qui nous écoutent aujourd'hui. Je vous laisse décider qui commence. Je vous Laetitia? laisse commencer. Ah moi, ça va être une réponse très rapide, hein. Donc, je peux... n'importe. Allez-y. Moi, ça va être en une phrase, appliquer le droit. Et tout. On a un corpus législatif avec des systèmes de protection. On en a parlé à plusieurs reprises tout à l'heure. Donc déjà, la première chose, c'est appliquer les obligations, ne pas manquer à ces obligations, notamment ce qu'on voit beaucoup dans le contentieux, l'absence d'entretien individuel lors de la reprise après congé. Voilà, c'est très simple comme réponse. Bah, de mon côté, en fait, c'est plutôt tous les éléments qui permettent de concilier vie professionnelle et vie privée, parce que ça a un impact direct sur la productivité, la satisfaction au travail, donc plus d'employabilité au final. Donc, c'est un levier de performance finalement et de fidélisation. Et puis, ça fait partie de la marque employeur, enfin, ça peut faire partie de la marque employeur, euh, que l'employeur peut valoriser ensuite à l'embauche. Et puis, finalement, la main est laissée quand même aux conventions collectives et aux accords d'entreprise, même si on a les congés parentaux qui sont au niveau de l'État, mais en tout cas, le reste est laissé aux entreprises. Alors évidemment, il y a les aspects monétaires et non monétaires, comme la participation financière au mode de garde aussi, ça peut être important. Ou alors la création des crèches d'entreprise aussi, directement. Mais bon, bien évidemment, ça dépend de la taille d'entreprise, ça peut être plus formalisé dans les grandes entreprises, et surtout aussi impliquer le management intermédiaire. Aussi, ça peut être un peu important sur faire des formations ou faire des enquêtes sur les employés, ou des baromètres aussi de mesure pour objectiver la situation de l'entreprise. Merci beaucoup. Bah oui, je pense que ces conseils sont très très importants. Oui, plutôt penser des espaces pour les parents et les enfants que sans les parents et les enfants, finalement. Ce serait pas mal, mais qui bénéficierait à toute la société. Voilà. Donc, même les personnes sans enfants peuvent se sentir concernées parce qu'on a tous voilà, quelqu'un dont on peut se sentir proche, être tante de quelqu'un, cousin de quelqu'un, enfin peu importe de toute façon, mais oui, ça c'est sûr que on a tous été des enfants, surtout. Donc, c'est important. Euh, eh bien, alors on va passer aux questions du public, voilà, parce que moi, j'ai terminé avec mes questions. C'était hyper intéressant. Je trouve qu'on a fait vraiment le tour quand même. Et j'ai une question déjà qui apparaît, donc qui est apparue hein, pendant nos échanges. Une question de Marie-Pierre, alors plutôt adressée à Delphine parce que c'est la question du droit. Bonjour, le droit qui s'applique est-il identique pour un congé maternité ou un congé parental? Alors non, enfin, comme je le disais, chaque congé est associé à des obligations spécifiques, hein, même si voilà, on retrouve toujours à peu près les mêmes leviers. Mais le congé maternité, il fait vraiment l'objet de la protection la plus forte jusqu'à présent que l'on puisse rencontrer, et notamment en termes de garantie salariale. Comme je l'ai dit, il y a en plus une période de protection absolue pendant laquelle on ne peut pas notifier le licenciement. Ça, on ne le retrouve pas pour le congé parental, qui est moins bien protégé, même s'il y a des règles de protection, la protection est moins forte. Donc c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ça rend les choses complexes maintenant avec la multiplication des congés. Là, du côté employeur, il faut vraiment regarder à chaque fois quel est le congé qui est appliqué et quelles sont les obligations qui sont associées à ce congé-là en particulier. Bon, le congé maternité, on a plus l'habitude maintenant, parce que c'est le plus ancien. Mais pour autant, voilà, ça n'empêche pas du contentieux dessus encore. Donc, ça veut dire que tout n'est pas parfait quand même, malgré cette protection très forte. Et cette connaissance qu'on a du congé maternité. Et est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors dans la conversation, c'était la seule que j'avais. Vous pouvez tout à fait prendre la parole, réactiver votre micro s'il est désactivé, ou poser une question dans le fil de discussion, dans la conversation, et je peux la lire, hein, vraiment. Mais peut-être que
finalement, hein, on a répondu aux questionnements que pouvaient avoir sûrement les participants, participantes, puisqu'on a traité quand même pas mal de thématiques. Moi, je trouve ça très intéressant. Ah, voilà, donc effectivement, donc Marie-Pierre nous remercie et je crois que l'on va pouvoir clore le webinaire, donc avec un petit peu d'avance, c'est très bien. C'est rare. Oui, Delphine, Laetitia, est-ce que vous avez un mot pour la fin? J'avais peut-être un petit complément. Le défenseur des droits, en fait, a créé des guides, et notamment le guide sur la gestion de l'état de grossesse, donc à destination des entreprises dans le privé. Donc, il y a pas mal d'informations sur justement le droit sur cette question à destination des entreprises. Oui, Vous pouvez le oui. trouver sur Internet facilement. Et plus largement que cette seule problématique de la parentalité, le défenseur des droits fait beaucoup de guides sur plusieurs types de Plein de sujets. discrimination et ils sont vraiment complets. C'est sûr. Donc c'est quand même une ressource importante, le Très défenseur des importante. droits. Oui, oui, effectivement. Et n'hésitez pas à aller lire les articles de Delphine sur le sujet et l'étude de Laetitia. Alors Laetitia qui travaille sur d'autres thématiques de discrimination, mais notamment la question de la grossesse. Et donc le rapport hein, est disponible, mais je peux vous l'envoyer également. Enfin, je peux l'envoyer aux participants, évidemment. Et il y a une dernière question qui est apparue dans la conversation. Alors peut-être plutôt adressée à Laetitia. Quel est le poids de la pénalité pour la maternité ou parentalité sur les salaires? Voilà, donc c'est Corinne qui pose cette question et peut-être qu'elle avait manqué cette information. On l'avait un petit peu évoqué. On avait juste dit qu'il y avait des répercussions sur le salaire dans les études, mais Oui, alors j'avais pas forcément donné de chiffres, c'est ça. mais il y a l'étude de Meurs et Pora en 2019 qui a analysé les pénalités salariales des mères et des pères. Donc vous pourrez aussi le retrouver facilement. Je crois que c'est une étude avec l'INSEE notamment. Oui. Mais je peux peut-être, si je peux le transmettre pour ensuite le transmettre aux participants, je pourrais le faire. C'est ça. Et je la partage dans le chat immédiatement. L'étude de Dominique Meurs et Pierre Pora. Oui, Effectivement, c'est ça. voilà. Oui, super. Eh bien, je crois on a terminé. Merci à toutes les deux, vraiment, c'était très intéressant et voilà, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les participants et participantes, évidemment, hein, qui ont assisté à ce webinaire. Et de toute façon, vous pourrez le retrouver en replay très très bientôt.